Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans la tournée Sparte. Désolé, on a eu un peu de retard aujourd'hui, mais on est là en direct pour une nouvelle interview avec une personne incroyable, avec François Le Breton, qui est enseignant, formateur, qui va pouvoir nous rejoindre dans ce live en direct. Donc soyez les bienvenus, donc je vais voir pour inviter François pour qu'il puisse nous rejoindre. Alors, est-ce que on est connecté? Alors François, je vais t'envoyer une petite invitation aujourd'hui à la maison pour faire cela. Donc, on est là. Est-ce qu'on est François? Salut Jonathan, ça va? Ça va et toi? Est-ce que déjà Ça va tu bien. m'entends et tu me vois? Ouais, ouais, je t'entends. Super. Désolé, j'ai eu un petit souci avec le téléphone. On s'est adapté, du coup, je suis rentré. Et déjà, si on est connecté, c'est pas mal. Merci à toi pour ton temps, d'avoir accepté de nous partager un peu ton parcours, ton histoire, qui tu es, ce que tu fais. Donc, François, aujourd'hui, toi, tu es enseignant, tu es formateur dans tout ce qui est développement personnel, aussi spiritualité. J'ai vu que tu avais aussi créé une méthode pour justement accompagner les personnes. Donc, vraiment, je suis ravi, vraiment ravi, parce que le nom de cette tournée que j'ai créée il y a un peu plus d'un an, la tournée Sport, c'est justement pour aider ou du moins mettre en avant les personnes qui ont révélé une partie divine chez elles. Ça peut être le sport, mais ça peut être aussi toute autre chose. Et de t'avoir aujourd'hui, vraiment, je suis ravi. Donc, merci beaucoup. Je vais te laisser la parole, de te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais déjà aujourd'hui dans un premier temps. Ok, ok. Merci Jonathan. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que la voix, ça va? Moi, c'est nickel, de mon côté. D'accord, d'accord, super. Parce que je t'entends pas très 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 bien. Ça a tendance à faire un petit peu robotique, mais écoute, si ça passe, c'est bien. Est-ce que tu me vois bien de ton côté ou Et pas? ouais, je te vois très bien. L'image est très bonne. C'est juste un petit peu le son. Attends, juste, je vais enlever ça comme je suis dedans. Est-ce que tu m'entends mieux là? Ouais, j'entends mieux. Ouais, ouais, c'est Ok, parfait. C'est parfait. super. Super, Jonathan. Et, euh, eh ben écoute, alors qui je suis? Eh ben, tu sais, c'est toujours un petit peu la question piège, tu sais, dans lequel on sait pas trop quoi répondre. Voilà, en tout cas aujourd'hui, professionnellement, en tout cas, je suis enseignant, hein, formateur en développement, effectivement, tout ce qui touche à la connaissance de soi, hein, tout ce qui touche à l'exploration de sa conscience et à tout ce qui touche à cette recherche, à cette quête, à cette aspiration, en tout cas, d'un monde meilleur dans son cœur et à l'extérieur. Hein. On va dire que c'est ça. Mm. Première question que je vais te poser euh, par rapport à ce que tu as partagé. Comment toi tu en es arrivé là? Parce que c'est vrai que on peut se dire, on peut baigner dans un milieu où il y a l'amour, où il y a, et c'est ce qu'on a envie de partager, de véhiculer, d'incarner. Chaque jour, on essaie de faire de notre mieux, chacun. Mais on peut baigner dans un milieu comme ça et apprendre cela. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on apprend par nous-mêmes. Ces choses-là, c'est une quête d'une vie. Mm. Comment toi, tu es venu sur ce chemin? Comment ça s'est passé du coup pour toi, pour te retrouver, du moins pour être connecté à ça, à toi, et pour avoir l'envie de partager ce message? Alors, bah, en fait, la chose, c'est que déjà, naturellement, en fait, ça n'a pas été forcément mon aspiration de faire ce que je fais aujourd'hui. Hein. Je sais qu'il y en a qui rêvent d'être thérapeute, qui rêvent d'enseigner. C'était pas du tout mon truc, en fait. Enfin, mon truc. En tout cas, consciemment, hein, j'avais pas pris la direction du tout de ça. Et je veux dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu le résultat plutôt de d'années de pratique personnelle, en tout cas d'une, comme je disais, un petit peu d'une quête intérieure, d'une aspiration profonde à me découvrir, qui m'a amené naturellement, en tout cas, à enseigner aujourd'hui et à être, en tout cas là, en fait, tel que je suis aujourd'hui. Mais on va dire que avant tout, j'ai eu un chemin qui a été assez solitaire,
tu vois, assez solitaire et dans lequel qui a été une vie de recherche en fait. Quelle que soit ça, ma quête a pris plusieurs formes et cette recherche a pris plusieurs formes. Et donc il y a eu une partie de ma jeunesse où très tôt en fait j'ai compris que l'école n'était pas pour moi. Et je suis en quelque sorte un petit peu parti sur les routes très tôt, avec un passé un petit peu borderline, puisqu'il y a eu un passé jeune, un petit peu de délinquance, très jeune, et dans lequel j'ai voulu un petit peu aussi quitter le système. Et c'est pour ça que si je fais une synthèse un petit peu, parce que là je vois qu'on se présente un petit peu sur le chemin, euh, je suis parti donc sur les routes où j'ai voyagé un petit peu partout et j'ai vécu dans une grotte avec un ermite quand j'avais 17 ans pendant 1 an et demi. Et puis après ensuite voilà j'ai voyagé aussi à droite à gauche, j'ai traversé l'Amérique du Sud aussi en 2 ans et quelques à pied aussi. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de petites choses comme ça quand j'étais assez jeune. Et, euh, et à tout cela, en fait, se cumulait de manière parallèle, en tout cas, à de la méditation, à des recherches, à des exercices initiatiques, on va dire intérieurs. Et tu vois, je rebondis parce que, en fait, je vois en fait que tu interviews beaucoup de personnes, des athlètes, hein, des gens qui sont dans le sport, des gens qui dépassent certaines limites, on va dire un petit Voilà. peu Mais pas physiques, que. et pas que, voilà, tout à fait, tu vois, de gens qui, bah oui, on peut pas que physiquement, faut qu'il y ait le mental, faut qu'il y ait une, Ouais. C'est parce que ce qui me plaît, pardon, je te comprends ça, c'est que ces gens, en fait, même s'ils choisissent ce chemin-là, comme moi je l'ai choisi, j'ai fait du rugby pendant 15 ans à chercher à me Hmm. dépasser, parce qu'on a tous au début, on se met sur quelque chose avec une certaine aspiration. Et ce que j'aime, c'est que ces gens cherchent. Et que beaucoup, quand OK, se dit, ben, j'ai atteint quelque part ce que je voulais atteindre, ou j'ai appris ce que j'avais à apprendre, c'est là qu'on finit par se trouver, en fait, quand on n'a plus rien à se prouver. C'est, c'est ça tout l'objectif de partager ce genre de message. Et comme tu le dis par rapport à toi, c'est exceptionnel. Ton parcours de voyage, de rencontres, etc. Et voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, te dire, est-ce que c'est tout ça quelque part qui t'a mené au véritable toi? Et merci Jonathan. Et bah en fait la chose c'est que de toute façon c'est ce que l'on a fait et ce que l'on a vécu qui fait ce que nous sommes, mais pas que. Hein. Parce que, Et voilà. Et de ce fait, il y a derrière forcément une constitution spirituelle, mentale, émotionnelle, parce qu'on ne va pas dire qu'on est tous égales. Tu sais, on dit souvent on est tous égaux, etc. Oui, dans notre essence, dans ce que nous sommes. Mais cependant, on vient tous sur Terre avec certaines compétences, qualités, capacités, aspirations, intentions, quelque part, même divines, d'âme. Hein. Et on va dire que cette aspiration que l'on a peut prendre plusieurs formes. Moi, elle a pris cette forme-là, d'essayer de chercher mes limites, les limites de la société, les limites de mes parents, les limites relationnelles, mes limites personnelles. Tu vois, ça a été une recherche en fait d'exploration. Mais là où mon chemin, en tout cas, m'a amené à faire ça, c'est parce que j'ai tenté de trouver ou de percer quelque part les limites de la perception. Hein, c'est-à-dire en tout cas celle que l'on entend par perception, la qualité des sens, la qualité de la perception de notre monde, un monde matériel, un monde sensationnel. Et on va dire que quelque part, euh, ça m'a, j'ai, j'ai mis en place en fait à une certaine époque. C'était à l'époque j'avais je crois 19 ans, 18 ans et demi, 19 ans où j'ai commencé à méditer énormément. En fait, c'était pour moi, j'avais déjà des années en fait de voyages, d'histoires, de trucs. J'ai l'impression que ma vie elle était déjà complètement pleine et il était temps pour moi en fait de tourner la page sur ce que j'avais, de toutes les limites que j'avais cassées en fait et que j'avais explorées. Et maintenant, il fallait que je me donne les moyens, en tout cas, de me découvrir vraiment. Et de plus me découvrir à travers la matière, mais de me découvrir à travers ce que je suis, une vraie connaissance de moi. C'était la chose, on va dire, vraiment la plus importante. Et en cela, j'ai fait de l'athlétisme, mais de l'athlétisme des corps subtils.
hein, parce que je suis parti pendant presque 12 ans, j'ai médité plusieurs heures par jour, hein, du matin. En moyenne minimum, j'étais à 3 heures à 4 heures de méditation par jour. Parfois, je prenais des week-ends entiers et parfois, j'étais tellement heureux d'avoir mes semaines avec 8 heures de méditation par jour. Alors, quand on dit ça, ça paraît étrange parce que méditer, pour la plupart des gens, prend la forme en fait de techniques un petit peu anti-stress, un petit peu de détente, de respiration calme, passive, statique, voire ennuyante. Hein. Alors que pour moi, si tu veux, de travailler, de développer mes corps, c'était pas juste des méditations juste pour trouver le calme, c'était de muscler en fait toute la qualité, parce qu'il faut bien comprendre que les corps subtils c'est de la matière en fait, c'est vraiment de la matière. Et ça, on a tendance à pas comprendre en fait ça. Hein. Donc, pour pouvoir réussir à sortir de son corps, maîtriser les dédoublements, être capable de pouvoir développer une clairvoyance physique, vitale, mentale, d'amener son corps à percevoir la matière physique à distance, être capable de communiquer avec les esprits de la nature, les êtres de lumière, de capable d'aller dans différents plans, de connecter tout ça et de parler en même temps avec ces êtres-là, d'être capable de libérer la circulation des énergies de son corps, en fait, ce qu'on appelle la Kundalini, de commencer à rééquilibrer en tout cas les fluides de son corps pour commencer à nourrir d'autres corps, etc. Et à recevoir des enseignements d'autres plans, bah ça nécessite d'avoir le véhicule qui est adapté à ça. Hein, parce que aujourd'hui, c'est clair, même si quelqu'un me demande de faire un triathlon, biathlon, je sais pas où, voilà, pendant plusieurs jours, je suis incapable parce que mon véhicule physique aujourd'hui n'a pas les compétences et n'a pas comment dire, l'énergie pour ça. Je suis pas entraîné pour ça. Mais par contre, je suis entraîné pour d'autres choses. Hein. Et c'est là où chacun a développé en tout cas des compétences qui lui est propre par rapport à son travail, son loisir ou sa passion, hein, comme les athlètes que tu interviews. Et on va dire que moi j'étais athlète un petit peu des plans subtils. Hein. Et donc j'ai développé vraiment mes corps pour ça. Et c'est en ça en fait que la vie pour moi avait pris une allure complètement différente parce que quand je m'asseyais pour partir en méditation, je m'asseyais pas en regardant ma journée passée avec une sorte de calme et de vide. Non, non, c'était profondément intense. Hein. Yes. Et pour ça, il fallait même avoir un corps, même physique, qui est constitué pour ça. Parce que derrière, la qualité même nerveuse des corps, la puissance qu'il faut contenir dans les énergies quand il y a des dédoublements ou un triple dédoublement qui se fait, etc., demande en fait au corps d'être bien ancré et d'avoir une stabilité, en tout cas une certaine qualité vibratoire nerveuse, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, ce qui engendre le fait de créer d'autres muscles. Et effectivement, c'est de l'athlétisme. Et à une époque, tous mes exercices méditatifs étaient principalement des exercices, on va dire, initiatiques qui étaient qui avaient cette intention de développer les corps, hein, vraiment développer les corps en puissance, en capacité, en qualité. Et c'est ça justement qui m'a amené à recevoir des enseignements d'autres plans et à commencer à collaborer avec des forces de la nature et me servir du canal et des corps que j'avais pour commencer à travailler sur la matière, modifier les champs vibratoires, parce que ça passe à travers nous, ça passe à travers nos corps. Et, euh, et, et voilà. Et c'est ça qui, petit à petit, de par les résultats qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé dans la France entière, un peu partout, qui entendaient et puis qui voyaient un peu les résultats de ce que je partageais. Et j'ai été amené, enfin, on m'a beaucoup demandé de venir co-animer, faire des stages, des choses. Et très rapidement, en fait, les choses sont amenées, enfin, m'ont amené en tout cas à partager et à former directement assez vite des gros groupes sur mon expérience et sur toutes ces capacités qui n'est qu'un héritage en fait de nous, hein, parce qu'on n'a pas qu'un corps physique. Le corps physique est vraiment le corps le plus, en même temps, il est le plus subtil parce que c'est en lui que vit cette transformation, que cette transformation divine est en train de se faire. Donc c'est en effet le plus important. Et en même temps, c'est le plus grossier. Car avant qu'il puisse être capable de pouvoir soutenir et recevoir cette lumière, il est avant tout, on va dire, il est avant tout soutenu par d'autres corps qui, eux, ont besoin d'être constitués avant que ça descende dans le corps physique. Parce que le corps physique ne peut pas recevoir les énergies que les autres corps n'ont pas structurées et assemblées, en tout cas pour lui. Très riche. Très riche. Merci beaucoup, François, pour ce que tu partages. Petite question.
j'ai envie de te poser. Parce que quand on voit que tu parles de tout ça, on voit que c'est quelque chose qui est en toi, on voit que c'est quelque chose qui t'appelle en fait. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comme un sportif ou quelqu'un qui appelle un musicien qui est appelé vers quelque chose, c'est, comme tu dis, un peu son essence, ce qui le fait vibrer. Euh, Est-ce que toi, c'est un appel que tu as eu de te dire, j'ai vraiment ce besoin en moi, ce besoin viscéral de faire ça, c'est-à-dire de méditer, de travailler à l'intérieur de moi, de découvrir ces choses. Est-ce que c'est parce que quand on se lance dans une quête avec intensité, c'est pas simplement comme tu disais pour être mieux, pour être plus calme. C'est que vraiment on sent qu'on doit aller au bout des choses, qu'on doit découvrir ça. Oui, c'est en ça en fait que quand on parle de libre arbitre, là c'est un gros sujet, hein, ce serait vraiment un gros thème en tout cas de parler de ça. Mais c'est là où il y a une grande différence entre le désir et l'aspiration. Hein, et il faut pas confondre les choses. C'est un petit peu, si on prenait un petit peu le milieu du sport, il y a beaucoup de personnes qui, s'il n'y avait pas cette aspiration profonde à se dépasser et à se connaître à d'autres niveaux, ils pourraient pas aller au niveau à laquelle ils sont. Ce serait pas possible. Hein. À un moment, le désir, il a ses limites. Hein, il est soutenu par un besoin de reconnaissance, un besoin de briller, un besoin de ceci, un besoin de cela, mais très rapidement, le désir s'effrite. Hein. Alors que, parce qu'il y a plusieurs strates de désir. Maintenant, c'est intéressant quand on s'intéresse parfois aux traditions anciennes, dans le bouddhisme ou dans d'autres traditions, hein, occultes dans le tantrisme aussi, de voir à quel point certaines connaissances ont expliqué les définitions des différents désirs jusqu'à la profondeur du cœur, d'un désir spirituel, d'un désir divin, du désir de l'âme qu'est l'aspiration. Mais la différence du désir de l'âme et du désir classique, c'est que le désir classique, il est lié à notre personnalité, à nos expériences, à ce qu'on a besoin, en tout cas en tant que personnage. Alors que le désir de l'âme, il peut prendre toutes les formes. C'est comme une essence, une poussée profonde qui peut prendre toutes les expériences possibles en fait dans la vie, mais qui va t'amener de toute façon à réaliser ce que tu as besoin de réaliser, quelles que soient les expériences que tu vas vivre. Donc, quelque part, et c'est pour ça souvent je parle d'aspirant. Hein, souvent je dis quand on est aspirant, parce que pour moi, si tu veux, si je le prends comme ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont parfois sur le chemin spirituel, mais qui ne sont pas des aspirants. Et il y a parfois des personnes qui ne sont pas sur le chemin spirituel et qui sont des aspirants. Alors bien sûr, on pourrait dire que tout le monde est aspirant, puisqu'on est une âme, nous sommes une âme qui de toute façon aspire et on va dire subconsciemment, inconsciemment, à travers les corps en fait sur Terre. Mais la chose que je parle, c'est que l'aspiration, c'est quelque chose qui nous amène à un moment, si tu veux, à réaliser qu'on n'a pas le choix, qu'on écoute quelque chose d'autre, de bien plus profond en fait, hein, qui nous amène à nous engager envers ce vers quoi nous tendons en fait tout simplement. Alors bon là j'ai peut-être un petit peu du mal à trouver les mots, mais regarde par rapport à l'exemple que ce que tu me partageais, non je n'ai pas eu le choix de méditer 16 heures par jour. J'avais vraiment pas le choix parce que j'étais face à un monde, à une vie qui ne me convenait pas. Hein. C'est-à-dire que ce monde matériel, la qualité de mes sens sur le moment, à cette époque-là, faisait que euh, euh, j'étais confronté à une insatisfaction profonde. Et oui, comme quoi la non-acceptation est aussi un chemin intérieur, tu vois, faut pas croire, parce que c'est comme ça qu'on évolue hein, et qu'on grandit. Hein. C'est justement parce qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose à laquelle on n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui est aussi qui bloque en tout cas quelque chose qui peut nous nourrir. Et donc face à ça, si tu veux, et c'est en ça en fait que très jeune, d'ailleurs très jeune, j'ai été comment dire, euh, tu vois par exemple très jeune, j'ai pris des drogues tu vois. Et très jeune, hein, 12 ans, hein, tu vois, 12 ans, 13 ans. Et je peux te dire que voilà, même très très jeune, j'avais déjà un passé
assez particulier déjà de dealers, de toxicos, de trafic mafieux, de deal avec les flics ripoux, enfin tout ça déjà à 13-14 ans, ce qui arrangeait bien hein, à l'époque, hein, on va dire la mafia judiciaire, d'avoir des jeunes comme ça un petit peu baignés en fait dans ce genre de choses. Mais pour moi, ça a été extrêmement intéressant parce que de ce fait, j'étais déjà en train d'intérieurement de vouloir commencer à casser un petit peu, de commencer à trouver les limites de la société, trouver les limites de l'éthique, trouver les limites de la justice, trouver les limites de mes parents à l'époque, trouver les limites scolaires, parce que je me rendais bien compte que même l'école me convenait pas, le système il n'était pas fait pour moi, la société n'était pas faite pour moi, les limites de mon corps aussi, parce qu'à ingérer comme ça des substances aussi bien chimiques que même hallucinogènes, naturelles ou des psychotropes autres, t'amènent à vivre des expériences qui font que bah tu regardes si tu meurs, tu regardes si vraiment tu es capable, qu'est-ce qu'un corps, qu'est-ce que la conscience en fait. On commence déjà à rentrer en fait dans un contexte initiatique, hein, complètement inconscient, hein, non structuré. Tu vois, pédagogique par l'autodidactisme, tu vois, vraiment infantile presque, parce que j'étais un gamin, tu vois. Mais très rapidement, en fait, il y a quelque chose qui commence à déjà taper, tu vois, un petit peu sur la coquille, un peu partout, tu vois, pour voir qu'est-ce qui peut être cassé, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui reste, hein, tu vois. Et malgré toutes les expériences que j'ai vécues, eh ben, il y a quelque chose qui restait. L'aspiration était toujours là. Elle me faisait juste prendre une forme différente, hein. Et c'est quand à un moment, tu vois, il y a eu le fait que je suis allé loin dans ces chemins de perception. Et quand j'ai vécu avec justement cet ermite quand j'avais 17 ans, et je me souviens, et il m'a dit un petit peu, bon à l'époque l'histoire est un peu compliquée à dire, mais j'étais parti pour partir en Inde, et je voulais partir en Inde avec des amis pour repartir, enfin partir à pied en tout cas, j'avais 16 ans et quelques à l'époque, et quitter la France. Et je savais pas si j'allais revenir, hein, tu vois, on était vraiment partis, voilà. Et ben la chose c'était de me dire, euh, enfin voilà, il y avait quelqu'un qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, c'était pas Joy, c'était George, je crois, et qui habitait la Guadeloupe à l'époque, et qui nous a dit, écoutez, je connais quelqu'un qui habite perdu dans la nature, très loin, on est à 2 jours de route à pied, en fait, dans les Pyrénées-Orientales, de la première route. Ça va faire vraiment de la route à pied, mais si vous voulez, je voulais aller le rencontrer, etc. Bon, on était parti le rencontrer, bon, je te passe les détails. Et donc, j'ai fait cette route à pied, donc avec 2 amis à ce moment-là. Et je me retrouvais en face d'un homme de 70 ans qui vivait pieds nus dans la nature, dans une grotte, et qui nous a proposé à ce moment-là, parce qu'après on s'est séparés, et nous a dit, écoutez, si vous voulez rester avec moi et apprendre à vivre en autarcie comme ça, vous restez avec moi, mais vous restez cet hiver. Les 7 mois de l'hiver, là, vous restez avec moi, dans la forêt. Et c'est la condition. Et à ce moment-là, j'ai su que mon cœur disait oui. Parce qu'enfin, un nouveau challenge m'était proposé. Tu vois, parce que je refusais la société. Tu vois, c'est facile de dire on veut pas de chauffage, fait chier le monde, le ceci, cela. Mais j'ai vu ce que ça donnait en fait se réveiller. Il était strict, tu sais, on se réveillait à 5 heures du matin. Il fallait faire les ablutions parce qu'il était musulman. Il fallait nettoyer, préparer le feu, préparer la farine, aller chercher les comment dire préparer les comment dire les cabanes dans lequel on dormait, parce que je dormais par terre en fait dehors avec un duvet, tu vois, donc il pleuvait, tu te débrouillais, donc il fallait faire des allers-retours pour trouver du matériel, construire sa cheminée, etc. Donc c'était 12 heures de travail non-stop, tu vois, et puis la nuit tombait, bah il fallait faire le feu, préparer les trucs, pour aller se doucher, c'était que de la douche froide, ou alors 1 jour et demi pour les douches chaudes dans les sources d'eau chaude, etc. Fallait nettoyer les chevaux, enfin il y avait énormément de choses, si tu veux, qui étaient extrêmement contraignantes. Et pour juste manger, aller chercher des choses, c'était 2 jours de route, hein, tu sais, pour aller au petit village, faire les invendus du marché, tu vois, faire un peu la manche pour avoir de l'argent, récupérer tout le matériel avec les cagettes, faire du stop, les laisser à un endroit, tu vois, au bord de la montagne, en prendre une partie en dormant sur la route un jour et revenir le lendemain encore les 2 jours pour récupérer le reste des caddies, tu vois. Alors que là, si on regarde, je suis là, bon, j'allume la télé, enfin la télé, je sais pas la télé, mais la lampe, je mets le chauffage, je me fais un petit poêle, à la rigueur, il y a le chauffage. Tu vois, on se rend pas compte, en fait, qu'une vie entière peut être conditionnée physiquement extrêmement dure, en fait, par ça. Et dès très jeune, j'ai vécu, en fait, cette chose à me dire, mais en fait, c'est super,
Mais il y a quelque chose en moi qui, pareil, avait touché à cette limite-là, avait vécu ça, Ouais. avait éprouvé ça. En fait, c'était mon initiation. Tu sais, vraiment mon initiation. Et après, je me suis dit, de ce fait, je me suis dit, voilà, et c'est comme si, avec tout ce que j'avais vécu, parce que bon, il y a eu un peu d'histoire quand même, parce que j'avais des coups un petit peu en retard avec la justice qui me recherchait. J'étais encore perdu dans la nature, j'avais même plus de carte d'identité, je crois que j'avais tout brûlé, tu vois. Je vivais pieds nus dans la montagne. Même les marginaux, tu sais, me croyaient un petit peu dans une sorte de secte. J'étais le marginal des marginales, si tu veux. Tu vois, il y avait même plus, tu vois, voilà. Et à un moment, il y a eu un déclic dans lequel je me suis dit vraiment, il faut. J'ai senti que j'étais appelé en fait à autre chose. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je revienne dans la société. Je ne peux pas grandir plus. J'étais arrivé à la limite de ce que je pouvais faire en ayant tout quitté, en fait. Tu vois, Je comprends. plus d'argent, d'identité, plus de modernité. Il y avait plus rien en fait. Tu vois, tu vis dans une grotte, il y a rien. Et en ayant vécu ça, je me suis dit, bah voilà, je suis au bout du truc. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est riche, mais c'est pas ça ma vie. Hein. Et c'est là que je me suis dit, alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter, je vais sortir de la rue, je vais arrêter tout ça, et je vais reprendre mes études. Et donc je suis reparti en Bretagne et j'ai repris mes études. Moi qui avais quitté l'école, j'étais interdit de tous les départements français quand même, hein. Tous les lycées, collèges, etc. J'étais sur la liste noire de François Breton. On ne le prend pas, il est fiché, tu vois, c'était terminé. Et parce que j'avais été un petit peu difficile pour eux. Et donc, un lycée agricole m'a accepté, et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux véritablement faire? Et ce qui était pour moi le mieux, en fait, le plus intéressant, c'était de travailler dehors, de travailler dans la nature, et de faire un travail dans lequel il y avait de la création, etc. Et je suis allé vers le paysagisme, en fait. C'est pour ça que je suis devenu paysagiste après ensuite. Mais dès que j'ai eu fait mes 2 ans de paysagiste, tu vois, 18, 19 ans, choses comme ça, et c'est quand j'ai commencé, en fait, je suis rentré en Bretagne, que je suis justement tombé sur des amis qui étaient initiés par un chaman à l'époque et qui étaient dans un chemin très engagé, en tout cas dans des techniques intérieures. Et c'est eux qui ont commencé à m'initier. Et quand j'ai eu ces techniques en fait entre les mains, je dirais ça comme ça, donc j'avais plus rien, j'avais plus d'amis, plus de contacts, enfin tout avait été un petit peu, voilà, j'étais plus que désœuvré en fait. Je suis arrivé un petit peu désœuvré, tu sais. Euh, et en même temps, dans une recherche profonde dans laquelle je me sentais enfin prêt, tu vois, à m'engager vers l'intérieur. Et j'avais fini un peu de casser en fait la coquille extérieure. Et je me suis mis à fond en fait dans la méditation. Je me suis mis à fond en fait dans toutes ces pratiques, en tout cas méditatives, qui m'avaient été données à l'extrême, parce que je suis quelqu'un qui est assez un peu dans l'extrême, hein, faut le dire. J'aime sans doute l'intensité. J'aime pas les choses qui sont tièdes. Hein. J'aime voilà aller à fond. Et donc, c'est là que j'ai commencé à pratiquer pendant plusieurs heures par jour et je faisais ma formation paysagiste à côté. Et dès que je l'ai eu, tu vois, ça m'a pas suffi. Je me suis dit, mais en fait, ok, mais j'avais tellement besoin de liberté que j'ai repris un billet pour Rio de Janeiro et je suis parti au Brésil. Et là, je suis parti 2 ans sur les routes, tout en continuant à méditer chaque jour sur la route. Hein. Et voilà, dans lequel le voyage a été assez intense. Ça m'a permis des rencontres un petit peu en Amazonie avec des chamans. Enfin, j'ai pu voir d'autres milieux initiatiques, si tu veux, et toucher à d'autres choses. Et en fait, quand je suis rentré ensuite en France, c'est là que j'ai accentué profondément, en tout cas, ma recherche intérieure. Hein. Et je me suis trouvé un terrain, en fait. Je suis rentré à l'époque à Montpellier, et après j'ai trouvé un terrain dans le sud de la France, dans les montagnes en Ardèche, dans lequel j'ai construit ma yourte, et je suis resté 8 ans dans une yourte dans la forêt. Et là, ça a été des années de méditation assez profondes, en fait. Mm. Enfin Waouh. voilà, je fais une synthèse. Après, il y a d'autres choses, mais je me remboîte parce que c'est. Ah, c'est un parcours extraordinaire. Et merci beaucoup, François, déjà de partager tout ça. On pourrait parler des jours. C'est tellement riche. Euh, petite question tu es où aujourd'hui? Tu es en France? Et ouais, je suis en France. Je suis en France. Je viens de m'installer dans la Drôme. Ok. Euh, comment aujourd'hui tu te perçois, toi, aujourd'hui, par rapport à ta
à ton histoire, à tout ce que tu as expérimenté, comment tu te perçois un petit peu? Hmm. Comment je me perçois, hein? Alors, c'est pas évident de dire comment je me perçois, parce qu'à partir du moment où on dit je me perçois, on a un angle de vue qui est lié au je. Hein. Le Euh, jeu de l'intérieur, ou peut-être, je veux dire, par rapport à ma question, c'est c'est pas dans le sens de formateur, etc. Ça, c'est des choses que tu exerces pour qu'on te repère ici. Mais par rapport à toi, ton rôle, en fait, ici sur Terre, comment tu te perçois? Comme un enseignant, un enfant de la création qui est venu amener une certaine vérité? C'est un peu ça qui m'intéresse. ouais. Bah, Que en tu fait, ouais. par rapport à aujourd'hui, ce qui est juste, ce qui est vrai, comment ouais, tu perçois tout ça? Hmm. Alors, la chose, c'est que, tu vois, à une époque, il y avait vraiment une recherche, tu vois, une recherche euh, profonde à chercher quelque chose que je ne connaissais pas. C'est ça qui a pris la forme de toutes ces recherches assez intenses, à droite, à gauche, derrière, devant, à l'intérieur, tu vois, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'avait pas de forme, et qui n'en a pas d'ailleurs, mais qui a pris cette forme-là. Et c'est là où on parle vraiment de cette aspiration, hein, à se trouver, quelles qu'en soient les conséquences, même la mort, ça n'a pas d'importance. Et si c'est la mort et tu trouves pas, enfin voilà, c'est le choix qui sera donné. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est plus fort que ton petit moi. Hein. Quand on est un aspirant, c'est bien plus fort en fait que notre petit moi, hein, ce qui nous pousse. Et, euh, et la chose, c'est que je peux dire que j'ai trouvé ce que je cherchais. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit ça comme ça, je suis toujours en chemin, mais je ne suis plus en recherche. Je comprends. Tu vois, c'est vraiment important. Alors, c'est pas évident forcément peut-être de le comprendre en tant que tel, Tu mais es on va dire que dans cette paix intérieure de lâcher prise, quelque part, de vivre ta vie et ce qui en est aujourd'hui. Tu continues ton chemin, mais tu n'attends plus rien. Tu es détaché, tout en étant connecté à toi, quelque part. voilà. Alors après, mon jeu en tant que tel, il n'est pas vraiment détaché. Il est comme tout le monde. Hein. Il a ses problématiques, il a ses tares, ses blessures, son impatience, ses intolérances, etc. Tu vois, Ouais. François, il a été transformé, il a grandi, il a vraiment grandi. Et aujourd'hui, il est père. Hein. Tu vois, donc ça amène, tu Je sais comprends. de ce quoi je parle. Tu vois, on touche à encore d'autres choses. C'est encore un autre chemin. Euh, mais la chose, c'est que les ouvertures qui se sont faites profondément à l'intérieur font que il y a un espace qui est maintenant, je ne sais pas si je peux dire accompli, mais un espace de profondeur qui aujourd'hui, je sais, est une reliance euh, inaltérable, euh, indéstabilisante, quel que soit le contexte, même la mort. Et cet espace qui est présent, elle, est terrestrement pas conditionné, en tout cas, par les problématiques qui peuvent être présentes. Ce qui veut dire, c'est, tu sais, regarde, on va dire ça comme ça. Imagine, je vais prendre un exemple, une analogie pour certaines personnes. Imagine que tu es dans la vie tous les jours, que tu as un travail un peu difficile, que tu changes de travail, tu es en reconversion professionnelle, tu gagnes pas beaucoup, en même temps tu as un gros loyer, tu sais pas trop quoi faire de ta vie, tu as des dettes, imaginons, c'est ta vie, tu vois. Mais derrière, à un moment, tu as travaillé, il s'est passé quelque chose et quelqu'un a mis 4 milliards d'euros sur ton compte en banque. D'accord? Ce qui veut dire que fondamentalement, tu sais que le souci d'argent ne sera plus un problème sur 325 générations. Tu vois, c'est tellement bien placé que de toute façon, quoi que tu fasses, tu n'as plus de problème d'argent. C'est même pas un problème en fait. Mais la chose, c'est que cet argent, tu ne vas pas y toucher. Tu vois? Et cet argent qui est présent derrière, toi, tu vas continuer à travailler, tu vas continuer à faire tes trucs. Mais dès qu'il y a un problème, d'un seul coup, tu vas voir que ton compte, il sera jamais à zéro. Tu vois?
Ce qui veut dire que tout devient un jeu. Tes paniques deviennent un jeu. Ton angoisse, elle n'est pas véritablement vraie. Les gens te pensent pauvre, alors qu'en fait, tu sais que tu ne l'es pas. Tu vois? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais toi, tu continues à vivre l'inquiétude, la reconversion, le truc, le machin, mais derrière, tu sais que derrière, t'as pas à t'en faire, en fait, tout simplement. Tu vois un peu l'analogie? Alors, j'essaie de trouver ça pour... C'est ce que tu veux partager et je te comprends tout à fait. Enfin, je pense avoir compris. Quelque part, tu as tellement cheminé pour dire simplement les choses et tu t'es tellement trouvé que quelles que soient les circonstances extérieures, tu sais que ce qui est à l'intérieur de toi, c'est vraiment toi. C'est qui tu es, c'est cette âme, cette énergie. C'est ça, en fait. Et comme tu dis, on peut être inquiété, on peut avoir des choses de la vie, peut nous arriver tout un tas de choses où on va ressentir avec les émotions, avec notre corps, des choses, c'est OK. Mais finalement, tu as tellement travaillé sur toi, sur cette connexion à toi, que OK, quoi qu'il arrive, ça change pas, en fait. Hmm. Ouais, là, je parle vraiment d'une euh, d'une reliance, hein. Et quand je parle de reliance, hein, tu vois, et c'est pour ça que j'avais donné ce nom-là à la formation que je faisais, reliance, hein. Parce que ça paraît anodin, ce mot-là, il pourrait paraître utilisé, etc. Mais en fait, il est extrêmement important. Parce que le seul ancrage qui existe véritablement, c'est l'ancrage à notre cœur, en fait, et au divin. Il n'y a pas un ancrage plus profond, en fait, à ce que nous sommes, en fait, dans notre essence, hein. Parce que même si je suis connecté à François, et effectivement, tu sais, pour les personnes qui ont eu beaucoup d'expériences de vie, c'est pas parce que parfois on a beaucoup, comment dire, vécu de choses. On peut avoir été, je sais pas moi, Mike Horn ou x10, avoir traversé l'Amazonie, tu vois, même en se bandant les yeux, tu vois, et à cloche-pied. C'est pas pour autant que l'on est épanoui. Et c'est pas pour autant qu'on a trouvé cette reliance, hein. On peut s'être même, comment dire, asséché. On peut avoir créé une dureté envers soi-même et on peut encore être dans une insatisfaction de ce que nous sommes, hein. Donc, ce n'est pas forcément la somme de ce que nous allons vivre, hein, et les limites que nous allons casser qui va faire de nous quelqu'un d'heureux, quelqu'un d'épanoui en tout cas, qui aura cette reliance en tout cas intérieure, hein. Comme on dit quelque part, c'est pas les actions que nous faisons, même si ça a une réalité, hein, vibratoire qui compte, hein, c'est ce qui les a, c'est l'intention qui est derrière et ce qu'elles nous apprennent en tout cas, ainsi que les situations, les synchronicités. C'est qu'est-ce qu'on tire véritablement de ce que nous faisons et de ce qui nous arrive. Parce qu'on peut grandir vite avec des petites choses, comme on peut traîner des générations entières avec des situations énormes et des expériences de vie profondes, hein. Il y a des gens qui vivent des situations qui sont énormes, dans lesquelles la plupart d'entre nous, en quelques secondes, on aurait fait marche arrière, on aurait compris qu'on va dans le mur. Tu vois? Donc tout dépend parfois un petit peu de notre sensibilité, notre capacité à s'écouter soi-même et à être capable de prendre des décisions d'engagement, à grandir et à se transformer. Et je pense que c'est là, en tout cas, qu'est aussi ce qui caractérise un aspirant, en fait, et quelqu'un qui est vraiment dans le chemin, c'est quelqu'un qui sait qu'il est en chemin, qu'il est en évolution, et qu'il est une sculpture aux mains d'un sculpteur divin quelque part. Et il accepte de le faire, il accepte. Et si le sculpteur est sur une tronçonneuse pour aller gratter parce que la matière elle est dure, il sait que qu'il faut accepter la tronçonneuse parce que le sculpteur, c'est lui qui sait ce qu'il veut en faire. La sculpture, elle en sait rien, hein. Et voilà, et c'est ça. Alors que voilà, et plus la matière va être subtile, plus la sculpture va être fine, plus elle est aboutie, plus le sculpteur il va utiliser des instruments fins. Et plus il va prendre soin de la sculpture. Et plus la sculpture va comprendre l'aboutissement de ce à quoi elle doit ressembler et ce pourquoi elle est faite. Tu vois, hein? Donc, quelque part, on va dire, c'est pour répondre à ta question, je n'ai pas, pour moi, de mission de vie autre que d'accueillir ce que la vie a fait de moi et du potentiel qu'elle utilise des compétences que j'ai acquises, hein. Après, François, il est comme tout le monde, il a ses problématiques, il a ses tares, hein, comme je te dis. Et son essence, elle, ben, elle sait ce qu'il veut en faire, comme chacun d'entre nous. Voilà. Et pour cette vie-là, parce que après, voilà, on sait pas. Faut être vraiment détaché, enfin humble par rapport à ça, parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Exactement. Là, François, c'est passionnant. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Je vais pas te prendre trop de temps. Je sais que le temps, il est précieux, que tu as d'autres choses.
Mais avec grand plaisir de s'organiser un autre live si tu veux sur quelque chose. Moi, c'est vraiment, je comprends tout ce que tu partages. Au niveau, beaucoup de choses qui me parlent et ça se voit quand les choses nous parlent. Et merci, simplement merci pour tout ce que tu as partagé. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Et simplement, tu as dit beaucoup de choses déjà, mais pour chacun d'entre nous qui sommes élèves et enseignants, et comme tu le sais aussi, quand on a des enfants, on est aussi élèves, beaucoup élèves et enseignants aussi. Parce que quelque part, comme tu parles beaucoup du divin, cette connexion-là et cette connexion d'amour finalement, comment chacun d'entre nous on peut être plus relié, c'est ton mot en plus, relié à nous. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, on a tous des vies, entre guillemets, des différentes casquettes qu'on accepte, avec ou plus ou moins de force, des fois, de devoir faire différents rôles. Comment chacun d'entre nous, de façon très simple, si tu avais deux, trois choses qui pourraient nous aider à garder cette reliance, cette connexion, pour terminer avec ça peut-être. Ben, la chose, c'est que la première chose qui me vient, en tout cas, par rapport à ce que tu dis, c'est et attends, c'est pas évident en fait la chose parce que j'allais dire accepter profondément d'être soi. Hein. C'est-à-dire de déjà, mais avant de dire ça, c'est est-ce que véritablement nous avons envie de nous connaître? Est-ce que véritablement nous avons envie de changer? Est-ce que véritablement nous avons envie de nous engager sur une découverte de ce que nous pouvons être et de ce que nous vibrons? Tu vois? Et là déjà, ça élimine entre guillemets un grand pourcentage en fait de personnes qui déjà peut-être même parfois ne sont déjà même peut-être même pas posé la question. Tu vois, parce qu'il faut déjà être capable de se dire qu'on peut être quelque chose d'autre. Il faut déjà croire et avoir la foi qu'il y a quelque chose d'autre. Hein. Et ça, c'est véritablement une grâce. S'il y en a déjà certains d'entre vous, en tout cas, qui écoutent, qui savent qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont en tant que personne, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui veut s'épanouir et fleurir, mais c'est déjà énorme. C'est déjà le premier pas, la première marche qui est offerte, en tout cas, sur sa vie pour pouvoir grandir et se transformer. Hein. Autrement, on va juste modifier superficiellement un petit peu le personnage pour être un peu plus positif, un peu moins con, un peu plus souple, etc. Mais on ne se transformera pas en fait véritablement. Hein. Donc la question, ouais. Pardon, juste en fait, ce que tu parles, c'est très intéressant, c'est sentir qu'au fond de nous, il y a comme une case, une aspiration. Et s'il n'y a pas ça, en fait, c'est qu'on est peut-être tellement fermé avec notre mental ou tout un tas de choses. Mais s'il y a quelque chose à nous qui nous chauffe, qui brûle, mais déjà, comme tu dis, c'est que c'est le début en fait. Et de s'autoriser à l'ouvrir. Voilà, complètement. Parce que, tu vois, je reprends une autre analogie. Mais imagine une jeune personne qui veut être agriculteur, qui rêve d'avoir sa grande ferme, son truc, ses élevages, ses serres, etc. On sait très bien le travail que ça nécessite. Si c'est juste un désir parce qu'il veut reprendre la ferme de ses parents, parce qu'il est poussé, parce que machin, parce que il n'y arrivera pas, parce que ça demande trop de travail, il faut qu'il soit poussé le matin par autre chose pour pouvoir réussir à incarner en tout cas ça. Ben c'est pareil. C'est pas que un chemin spirituel demande des efforts forcément, une discipline incroyable. Ça peut l'être suivant les objectifs que l'on a, les finalités ou la constitution que nous sommes, les choses que nous avons à soigner. Mais fondamentalement, c'est une histoire de posture, c'est une histoire d'approche vis-à-vis de soi-même. C'est une histoire en fait aussi de courage, d'accepter de lâcher prise, le courage de se regarder, le courage de se remettre en question. Et ce courage, il ne peut être conditionné que par notre capacité à voir ce que nous pouvons gagner, que notre capacité à sentir derrière qu'il y a quelque chose d'autre, qu'on peut laisser tomber le François, parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière, qui est beaucoup plus intéressant que François. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça qui est pas forcément donné
à toute personne, entre guillemets, quand je le dis, parce que derrière, il faut avoir parfois déjà labouré, peut-être parfois d'anciennes vies, hein, un petit peu, les ouvertures qui permettent d'en être à un moment où on est capable d'aller plus loin que la personne. Je le dis parce que c'est important en fait de ne pas confondre certaines choses et de réaliser à quel point ce que nous cherchons, qu'au début, quand nous cherchons quelque chose, nous ne savons pas ce que nous cherchons. Des années, j'ai cherché sans jamais savoir ce que je recherchais. Et aujourd'hui, j'ai trouvé sans savoir véritablement ce que j'ai trouvé. Mm. Tu vois? Non, non, mais c'est important aussi de le dire parce que on pourrait dire que je sais ce qu'est le divin. Non, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Mais je sais simplement qu'il y a une vraie complétude à un endroit, qu'il y a un accompagnement profond, quelque chose qui est plein, qui est là tout le temps, quelque chose qui m'amène dans des espaces dans lesquels je suis pris en charge, je suis nourri et j'ai pas d'inquiétude à cet endroit-là. Comme un petit gamin de 2 ans de 6 mois qui est dans les bras de sa mère, d'une mère aimante, dans lequel il est là, il n'a pas à se poser de questions, il n'a pas à se tracasser. Tu vois, le biberon, il arrivera quand il demandera, tu vois, et le sein aussi. Et c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est dans cette disposition. Mais est-ce que l'enfant de 6 mois, il sait ce qu'est sa mère? Hein? Il sait pas. Il sait pas du tout ce qu'est sa mère. Il n'a pas l'âge, il n'a pas la conscience de comprendre ce qu'est sa mère. Mais la seule chose qu'il sent, c'est son amour, sa protection. Hein. Et ben, on peut dire qu'à un certain niveau, mon peu de niveau de conscience en tant qu'aspirant, et d'être humain, m'amène à ne pas savoir en fait dans quelle main d'amour et dans quelle profondeur d'amour j'ai créé l'éclaircie, en tout cas l'ouverture. Mais je sais qu'elle est infinie et qu'au fur et à mesure, quoi que je fasse maintenant, elle grandit de jour en jour. Voilà, c'est ce que je sais. Hein. Le reste, après, et mon travail, il est vraiment là pour, on va dire vraiment pour améliorer un peu François, qui est un peu grossier, un peu dégourdi, un peu chiant. Hein. Et puis, faut l'améliorer un petit peu. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Mm. Ah, gratitude. Un immense merci pour ce partage, François, d'une richesse extraordinaire d'échanger avec toi. Ouais, il n'y a pas de hasard dans tous les cas, mais te dire juste un immense merci de tout cœur. Je vais pas te prendre plus de temps. Il n'y a rien d'autre à rajouter pour aujourd'hui, je pense, mais avec grand plaisir de se connecter pour autre chose. Avec J'ai plaisir, Jonathan. vraiment été ravi. Voilà, tu as tout dit. J'invite tout le monde, les amis qui étaient sur le live, à suivre François, ce qu'il fait, ceux qui partagent avec tout son cœur. Voilà, on a compris bien connecter avec le grand tout. Et c'est juste magnifique d'en arriver là, cette paix intérieure et cette connexion de vie. Ça se voit dans qui tu es, dans on voit dans les gens, dans les yeux des gens, quand il y a quelque chose qui est relié de plus loin. Et c'était vraiment un moment incroyable. Donc, merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin, François. Et c'est juste pour les gens qui peut-être se connectent maintenant. Je dis juste que l'interview va être enregistrée. Il restera sur Instagram pour ceux qui veulent le voir. Repartagez aussi sur YouTube. Comme ça, vous aurez accès à cette pépite. Si, j'aime bien cette petite question, même si tu dis beaucoup de choses, mais si à la fin de ta vie, on va dire que, voilà, de cette vie, tu as vécu, expérimenté tout un tas de choses pour toi, avec tes enfants, bref, une vie extraordinaire où tu es allé au bout des choses, enfin, du moins de ce que tu as pu imaginer, et tu te dis, waouh, quelle vie extraordinaire, de où je suis parti, j'ai eu tellement de gratitude de vivre tout ça. Tu devais laisser qu'une idée, qu'un seul message dans ce monde, une phrase où peut-être il y aurait ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Hmm. C'est pas évident. Il y a deux choses qui me viennent quand tu me dis ça. C'est, euh, je pense à ma fille, hein, et voilà, je pense vraiment au lien avec ma fille, et
parce que l'enfant représente la continuité, hein, tu vois, normalement, on va dire, hein, vraiment dans l'expérience de vie, dans une continuité normale, l'enfant te suit, enfin te succède, hein, on va dire ça comme ça. Et donc j'aimerais en tout cas laisser, en tout cas, quelque chose j'aimerais laisser quelque chose dans son cœur de ce que je suis, de ce que j'ai appris. Après, la chose, c'est que tu vois, par rapport comment dire, aux choses de ce que j'ai laissé dans le monde, il y a vraiment quelque chose en moi, hein, vraiment sincèrement, qui a vraiment lâché avec ça. Tu vois, je suis pas du tout, mais vraiment, vraiment pas, en fait, tu vois, que je sois dans un cimetière, dans une fosse, qu'on n'entende plus parler de moi, qu'il n'y a pas de nom, qu'il n'y a pas de ceci. Je sais que je participe comme un écosystème, tu vois, à vraiment un labour, en fait, de la terre dans lequel chaque feuille d'un arbre, tu vois, participe à l'humus et à la transformation dans lequel des vers de terre prendront ça. Et chaque feuille a son importance, tu vois, mais y a pas une feuille qui a plus d'importance que l'autre en définitive. Donc c'est vrai qu'en tant que tel, je sais pas du tout. Je sais que je participe de toute façon d'une manière comme chacun de nous participe, et ce que je laisserai est déjà laissé quelque part. Tu vois. Donc j'ai pas de, ouais, vraiment, j'ai pas de ça. Donc comme je te dis, quand tu me le dis, la seule chose que je vois, c'est d'offrir à celle dont je suis responsable aujourd'hui, à plein de niveaux, très matériellement, le mieux sur tous les plans. Voilà, c'est ça. Mm. Magnifique, François. De tout mon cœur, vraiment beaucoup de gratitude. Merci. Merci. Je sais pas du tout quelle heure il est. J'ai deux autres interviews, mais ça va le faire. Mais en tout cas, François, merci à toi. Voilà, on reste connectés. Les amis, suivez François, tout ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire et rien à rajouter. Voilà. Tu l'as pas trop dit, mais j'aime bien les méditations, les vidéos que tu fais où tu parles beaucoup de cette connexion avec le divin et j'invite tout le monde à l'écouter, tout ce travail que tu partages d'une qualité incroyable. Merci. Merci, Jonathan. Merci à vous tous, hein, À qui êtes là. bientôt. Belle Ciao. journée. À Merci. toi Ciao, aussi. ciao. Ciao.